Bonjour Loïc, comment ça va? Bonjour Charles, excuse-moi, il y avait un petit souci sur, sur mon écran, Bon, mais ça va très bien, pas de t'es au problème. Vietnam, hein. On précise, t'es au Je suis au Vietnam. Vietnam, voilà, c'est pour le nouvel an lunaire de mon épouse, Bon, et je rentre dimanche tu rentres à La dimanche. Réunion. Alors, Exactement. je vais faire une petite interview de toi. Plusieurs Oui, choses. D'abord, déjà, on va préciser, cette interview risque de foirer parce que j'ai un petit souci de webcam qui peut à chaque ouais, instant ouais, se figer. On va essayer de faire au mieux. J'en ai quand même d'accord. une nouvelle, mais voilà, ça, il y a un petit souci technique. Mm. C'est de ma faute, de mon ordinateur. Il ne faudra pas s'inquiéter s'il y a un petit souci dans la vidéo, à par moment. Donc, Ok. je vais faire une interview de toi pour deux choses. La première, c'est que tu as fait ta mise à jour 2023 pour les. Maintenant, je crois qu'il y a 500 ou 600 clients de tes lettres PEA et rendement Oui. et un portefeuille Alors, anti-effondrement. Et donc là, tu fais un dossier bonus parce qu'en fait, oui, c'est pour ça que parce que tu n'es pas quelqu'un qui communique et qui se met en valeur, mais en même temps, tu travailles très sérieusement. Et donc, en plus des abonnements que tu fais chaque mois, chaque année, tu fais des bonus pour les formations, pour les lettres. Donc, et c'est offert, c'est gratis, c'est offert par la maison oui, Loïc Abadi. exactement. Et Donc, donc, ouais. ouais, Et ouais, donc, je veux juste que j'ai je fini. précise, tu as délivré ton premier bonus pour 2023 pour les portefeuilles dividendes et rendements, voilà. Ouais. Et je voudrais que tu me parles un petit peu de ça, de ce que tu as fait. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pour. Donc, en début d'année, j'aime bien faire un gros travail de screening de tous les marchés. Et puis, j'en fais profiter les abonnés, bien sûr, hein. Donc, c'est un dossier qui explique les grandes tendances qu'on peut attendre pour 2023 au niveau macroéconomie. Et ensuite, je mets en pratique avec bien sûr des listes de valeurs, des idées. Là, comme c'est le portefeuille dividendes et rendements, ça va être toutes des valeurs qui offrent de gros dividendes, évidemment, et qui ont d'autres caractéristiques, donc des caractéristiques value, bien sûr, qui vont être décotées sensiblement, hein, sur toutes sortes de ratios que je surveille. Et bon, dans ce dossier, il y a des valeurs françaises, il y a des valeurs européennes, il y a des valeurs de pays émergents, il y a la Pologne, bien sûr, hein. Donc il y a des valeurs asiatiques aussi. J'en ai pris sur Singapour, sur Hong Kong. Donc, j'ai vraiment cherché dans le monde entier pour être assez large, quoi. Alors, en fait, il faut préciser, tu as tes portefeuilles, donc avec des listes entre guillemets officielles. Et là, tu viens Mm. avec de nouvelles idées qui se rajoutent Oui, au portefeuille. c'est ça. Voilà. Donc, il y a le portefeuille suivi, hein, sur lequel il y a un petit peu plus d'une dizaine de valeurs. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 sur le dernier numéro. Et donc là, c'est uniquement des valeurs qui ne sont pas dans le portefeuille, mais qui sont intéressantes, hein. Je n'ai pas la place de tout mettre en portefeuille. Donc, pour les investisseurs qui veulent des idées supplémentaires, ils pourront piocher là-dedans normalement tout au long de l'année 2023. Si je me fais l'avocat du diable, parce que moi, Oui, l'année 2023, franchement, elle me fait peur, mais vraiment oui, peur. J'ai pas eu peur depuis très longtemps, mais en fait, on ne sait pas. Et Elon Musk hier, notre, notre cher Elon Musk, qui est quand même un martien dans le monde de l'entrepreneuriat, il a fait son call trimestriel pour Tesla et il est quand même pas à l'aise non plus par 2023. Il ne sait pas s'il y a une récession ou pas et surtout s'il va être une récession douce, une récession hardcore. Et il a vraiment peur d'une récession hardcore. Donc, quand il parle du futur de Tesla, il dit, bon, bah, c'est une récession hardcore ou alors du chaos comme on a eu depuis 2, 3 ans. On a du chaos mondial. Alors, on peut rentrer ou pas dans l'interprétation de la source et de l'origine du chaos, si c'est naturel ou provoqué. Ça, c'est un autre débat, mais il y a eu du chaos, ça c'est certain, des énormes perturbations et les grandes entreprises affrontent un environnement de dingue quoi, qu'on n'a pas eu depuis des décennies, quoi, avec voilà, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de tout, quoi, des blocages du transport, il y a total. Donc il a peur. Donc honnêtement, on a aussi les déclarations du vice-président de BlackRock, de certain nombre de CEO de banques américaines. On a quand même un certain nombre de mecs qui sont assez lourds. Alors peut-être qu'ils sont tous passés le mot pour essayer de faire peur, ou alors réellement, on est un certain nombre à se poser pas mal de questions sur ce qui va se passer en 2023. Tu la vois comment cette année 2023, toi? Je pense qu'on va avoir une récession, hein. Normalement, tous les indicateurs le Ouais. montrent. Bon, ils ont eu raison. Ils ont des indicateurs qui ont 100% de réussite sur les 50 dernières années, qui sont tous en face pour indiquer une récession.
Bon, on peut toujours dire imaginer qu'il n'y en aura pas, mais c'est vraiment pas la probabilité la plus importante, hein. Donc, oui, pour moi, la surprise, elle pourrait venir plutôt de la force de la récession, qui pourrait être plus importante que prévu, parce que pour l'instant, C'est ça les ma marchés question. sont En fait, assez c'est même euphoriques. pas une question que je te demande si ça va y avoir de la merde Ouais, ou pas. On sait tous qu'il y a de la merde. La question, c'est ouais. est-ce que la merde va puer vraiment ou comment tu te prépares est-ce que ça Non, va être bah, hardcore ou pas? Ou est-ce que tu penses ça qu'on va peut faire être le cycle encore, habituel? surtout aux États-Unis, je pense. Vraiment, là, il y a le problème, c'est qu'aux États-Unis, les marchés sont extrêmement chers. Il n'y a pas du tout les mêmes ratios de valorisation sur les USA que sur le reste du monde. Donc, si les marchés doivent baisser, bon, bah, ils peuvent baisser pas mal aux États-Unis, mais à mon avis, il y aura des pays qui vont quand même bien résister. On avait vu ça en 2001, hein, 2001-2002. Bon, ça avait été un carnage sur le Nasdaq et après, il y avait d'autres secteurs qui finalement s'en étaient pas si mal tirés. Donc, je pense qu'on peut avoir ça. Il y a des pays qui sont à des. La Pologne a un ratio extrêmement bas. L'an dernier, c'était la Turquie. J'ai eu tort d'ailleurs. Je confesse, hein, la Turquie a fait plus 80% les ETF turcs en 2022. Donc exprimé en dollars US, hein, je précise bien. Hein, donc, Ouais. c'est pas du tout. Le fait que la monnaie turque soit faible n'a aucune influence là-dedans. Et les ratios de la Turquie début 2022 sont les mêmes que les ratios de la Pologne en ce moment. Donc il y a quelque chose qui peut se passer en Pologne qui peut être intéressant. On a quand même, il y a Singapour, il y a Hong Kong qui sont aussi tout à fait en bas de fourchette. Quand on regarde l'historique de leur CAP, CAPE, on voit qu'ils sont plus bas sur une période de 20-30 ans, tous ces pays-là. Donc, ils auront du mal à baisser beaucoup plus, je pense. Et, Alors, tu nous réponds un peu différemment de ce que j'attendais. Je te parle de la situation économique américaine. Et tu dis, ouais, mais en fait, OK, ça va être la mer aux US. Alors, sur un plan de la cotation, après, sur un plan économique, je vais te relancer. Mais tu nous réponds, en fait, c'est pas si grave parce qu'il y a d'autres zones qui merdouillent déjà depuis 5-10 ans. Et effectivement, comme Hong Kong, ouais, qui est revenu sur les plus hauts de 94, je crois, donc qui a touché un plus bas de 25 ans. Et donc, tu nous dis, pas de panique, les gars. ouais, Le monde est vaste. Tous les chemins mènent à Rome. Mais ouais, voilà, et donc, partez à l'étranger, quoi. Même si c'est la grosse ouais. merde économique en Occident, quelque part, il est beaucoup moins certain, tu es beaucoup plus optimiste sur la Pologne, le Hong Kong, comme quoi il y aurait, même s'il y a une petite récession là-bas, les marchés sont tellement bas qu'en fait, au final, les investisseurs seront moins impactés. C'est ça que tu me réponds en fait en synthèse. Ouais. Et je pense qu'on peut mixer les deux aussi. On peut prendre un peu de protection baissière quand on a un portefeuille rendement. On peut prendre un peu de protection baissière en se basant sur les USA, donc en shortant le marché US, et en même temps acheter les marchés pas chers et les valeurs pas chères ailleurs. En sachant que bon, les valeurs de rendement, quand on les choisit bien, elles ont un parachute naturel aussi. Le fait d'avoir un dividende à 7%, 8%, normalement, ça, en cas de marché baissier, ça compense pas mal, hein, Moi, je voulais faire cette interview aussi parce que, euh, comment dire, pour situer, ce qui me pose un problème, c'est que le 15 mai, à peu près, autour du 15 mai, sur les marchés obligataires ouais, qui suivent l'inflation, ils ont changé d'opinion sur l'inflation du futur. Ils ont commencé à parler une désinflation. Et je vois dans ton dossier que tu en parles, donc on est bien en accord. Tout le monde oui, sait qu'on est entré en désinflation, même si on part de haut. Et depuis le 15 mai, en fait, je screen tous les marchés, toutes les places. On est à la fois en désinflation et à la fois en anticipation de décroissance, voire de récession. Et ouais, du coup, l'ensemble des actifs, alors dans la sphère américaine, les assets, les commodities, l'ensemble des secteurs, l'ensemble des pays exprimés en dollars, sauf trois, la Grèce, la Thaïlande et la Turquie. Sinon, l'ensemble des pays depuis cette date du 15 mai sont négatifs ou flat. Alors, ils ont plongé puis ils ont remonté. Donc, en fait, en termes d'assets purs, d'assets classe, donc pays, secteur, commodity, taux, les taux, bien sûr, ont monté. Donc, tout le monde s'est fait défoncer sur les taux. Les actions, même le gros des multinationales, moi je suis les 400 plus gros big cap aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de titres. La techno, c'est complètement gaufré, mais avec des moins 80% sur certaines valeurs depuis cette date. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont résisté. Et il y a une seule chose, et c'est pour ça que j'en parlais sur Investisseur ce soir, une seule chose à résister,
c'est le value. Et donc, j'ai dit à mes abonnés que j'allais te faire une interview sur le value parce que le value, depuis, a clairement une surpondération. Et il n'a pas baissé comme les autres assets. Il est à peu près stable. Alors, il n'a pas encore gagné, mais je voulais savoir ton opinion sur le value par rapport à l'arrivée d'une récession économique, plus d'une surévaluation sur les marchés. On voit bien que dans les ratios entre l'ensemble des actifs, et vraiment l'ensemble, je screen toutes les devises du monde, je screen tout, et il y a effectivement le Russell 1000 qui a gagné en face, et l'or bien sûr, mais l'or ça a l'air d'être attaché à des risques de guerre qui se propagent. Donc on va délaisser l'or qui est pour le coup dans une config un peu spéciale, mais en dehors de l'or et des problèmes sur la Russie, on a le value qui vraiment montre une force certaine par rapport à l'ensemble des actifs. Et vraiment, j'en screen 300 ou 400 dans tous les sens. 400, qu'est-ce que j'ai 400 valeurs, plus 100 actifs, plus toutes les commodities, ça fait 500 actifs. Et ben, le value sort en tête. Donc, comment tu vois, comment t'expliques et qu'est-ce que tu penses du value en fait par rapport à un environnement de récession et de désinflation? Parce qu'on a les deux en même temps en ce moment. Ouais, il y a une haute inflation, excuse-moi, on a une haute inflation et on a des anticipations de récession, donc ça s'appelle la stagflation. Donc les gens sont en train de miser sur le value en ce moment. Ouais, donc le value, en fait, il a subi pas mal d'années, au moins 5 ans, et en Europe peut-être plus même, ça ne doit pas être loin de 10 ans de sous-performance en fait par rapport aux indices growth. Donc, c'est des cycles de très long terme qui sont en train de se retourner. Donc, je pense qu'on est parti sur un cycle de surperformance du value qui devrait durer pas mal d'années. Donc, voilà. Ça, c'est un premier point. Et après, il y a d'autres cycles de surperformance qui devraient être observés sur les pays émergents. Après, bon, si on a un marché baissier énorme à moins 40, moins 50, évidemment, même les actions value peuvent prendre un choc. Ça, faut être clair aussi, il faut être honnête. Elles ne sont pas totalement à l'abri, elles baisseront moins que les autres, mais elles peuvent baisser un peu. Dans ces cas, il faut mettre en place des stratégies de protection baissière sans en faire trop, mais ça peut tout à fait se faire. Alors, dans le dernier dossier, j'ai une idée de protection baissière qui me semble, au-delà de shorter les marchés US, c'est d'acheter des trackers de taux longs américains. On avait vu, ils avaient super bien performé au second semestre 2008, ces trackers, parce que en ce moment, les taux longs sont encore élevés. Si on a une grosse récession, les taux longs vont baisser. Et en plus, on peut avoir une hausse du dollar parce que quand il y a des gros marchés baissiers, le dollar en profite toujours temporairement. Donc, quelqu'un qui est en Europe qui achète un tracker taux long américain, il peut gagner sur les deux tableaux. Il peut gagner à la fois sur une hausse du dollar et en plus sur une baisse des taux qui fera monter ce tracker temporairement. Donc, ça, c'est une idée de protection qu'on peut mettre en place sur un portefeuille rendement pour se protéger vraiment d'un gros marché baissier. Et après, ça n'empêche pas à côté d'acheter des bonnes actions de rendement. Et après, il y a une autre stratégie que j'ai, c'est d'accepter du risque géopolitique en échange d'un très gros rendement. On a déjà parlé de ça il y a 3 mois. Ça, c'est important. Ouais. Et ma question, c'est au-delà des indices value, est-ce qu'à l'intérieur, il y a des entreprises value qui peuvent progresser dans les récessions, par exemple, ou tout part aussi à la cave dans un marché baissier, en fait? Il y a toujours des entreprises qui sont vraiment très solides, qui vont décoter sur leur trésorerie nette ou qui ont une réserve. Une entreprise qui a plus de cash que sa capitalisation, qui sert en plus du rendement, elle est quand même vraiment protégée. Après, il y a des entreprises qui sont sur des marchés complètement non cycliques. Ça peut être l'agroalimentaire, le tabac, des choses comme ça, où la consommation va être constante. Les emballages aussi, j'en ai une très bonne à proposer en Grèce. Enfin, il y a pas mal d'idées de ce genre-là qui sont très, très peu sensibles à la conjoncture. Et une valeur à fort rendement pérenne à 7-8%, normalement, en situation de crise, elle se comportera très bien. La seule chose dont il faut vraiment être sûr, c'est qu'elle ne soit pas exposée aux effets de cycle de façon trop forte et que le rendement, qu'elle puisse continuer à servir des gros rendements. Donc, malgré des réductions de vente, des réductions d'activité, tu penses qu'en screenant et en
en grattant le panier value dans son fin fond, il y a moyen de trouver des trucs sympas et Ouais, 2023. moi, je m'attendrais vraiment plus. Le marché aujourd'hui, il est hyper fracturé. En 2008, je t'aurais dit, il faut tout vendre. Voilà, ce que j'avais fait, hein, d'ailleurs, j'avais quasiment tout vendu en 2008. Parce que c'était homogène, tout était cher, les secteurs value étaient chers, l'Europe était chère, l'Asie était chère, les US étaient chers, et tout a baissé ensemble. Là, on est plus dans une situation comparable à 2001 où il y a certains secteurs qui sont ultra chers, qui restent ultra chers, comme la techno américaine. Même pas mal de grosses valeurs de croissance européenne sont chères aussi. Et en même temps, il y a des tas de secteurs qui ne sont pas chers du tout. Donc on est sur un marché qui est très fracturé. Et en 2001, ça avait donné des comportements hétérogènes, vraiment très hétérogènes. Il y avait des secteurs qui avaient beaucoup baissé, d'autres pas du tout. Donc je m'attends plus à quelque chose de ce type-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de tout vendre aujourd'hui. Je reste investi quand même. Alors, sur tes portefeuilles, Oui. j'imagine que tu as, avec ce que tu viens de nous dire, qui est la réponse à la question que je voulais te poser Mm. pour mes abonnés universels investisseurs, sur tes Mm. portefeuilles, tu as donc ventilé, j'imagine, ou surpondéré ces valeurs pas chères qui pourraient Oui. résister à la crise et Oui. délaissé tout ce qui est, j'imagine, revendu tout ce qui était un peu plus risqué et sensible à l'arrivée d'une crise économique. Ouais. Donc, tu es Oui. positionné. Alors, comment, sur PEA, en fait, parce que PEA, tu es enfermé dans la France, donc comment tu gères ton. Alors là, si on parle du dernier dossier que j'ai proposé, c'est le dossier sur les valeurs dividendes et rendements. Là, ce n'est pas un dossier PEA. Donc, il y a des valeurs éligibles au PEA, des valeurs françaises, il y a des valeurs européennes, mais je propose aussi des valeurs sur l'Asie. C'est un dossier diversifié. Il y a des Monde, foncières aussi. ADC sur le monde. Voilà. Après, sur le PEA lui-même, on trouve des valeurs quand même. L'Europe, c'est large. Hein. Déjà, l'Europe, c'est beaucoup moins cher que les États-Unis, c'est moins dangereux pour moi en ce moment. C'est pas vrai tout le temps, mais en ce moment. Et puis, on a la Pologne, on a la Grèce aussi. Alors, sur les derniers screeners, je trouve qu'il y a de plus en plus de valeurs grecques qui ressortent, C'est clair. Ces qui marchés sont sont dessus. Hein. intéressantes. Ouais. Le grand capital est sur la Grèce. D'accord. Ouais, bah ça se retrouve. Donc, il y a des choses à faire en Grèce. Et tout ça, c'est éligible au PEA. Et vraiment, il y a des valeurs qui sont attractives. Hein, il n'y a pas de problème. Ça. Avec ce qu'ils ont mangé depuis 10 ans. Ouais, ouais. Ah, ben, Ils ont. c'est sûr. Donc, OK. Et Après, il y a on peut jouer des choses plus spéculatives, style raffinerie. Bon, là, il peut y avoir une récession, mais en même temps, si le conflit Russie-Ukraine persiste, eh ben, se on aura propagent. des Parce marchés qu'ils se exceptionnels. propagent d'ailleurs. Parce qu'en fait, S'il se propage, encore à raison de plus, bien sûr, mais même s'il reste, à mon avis, le plus probable sur ce conflit, c'est qu'il n'y ait aucun vainqueur, que personne n'arrive à emporter la décision. La Russie n'a pas les moyens d'envahir l'Ukraine et l'Occident qui est derrière l'Ukraine n'a pas non plus les moyens de mettre la Russie dehors complètement pour l'instant. Donc, si ça s'enlise un an ou deux, c'est jackpot pour les raffineurs. parce que le gaz, tiens, j'ai acheté ce matin le gaz. Ouais. L'énergie. Qui est sur l'énergie, parce que tu es sur le pétrole, tu as des positions sur le gaz ou pas? Ah oui, bien sûr, oui, pétrole et gaz, hein, pour moi, ça va ensemble, bien sûr. Oui, il y a des très bonnes mid-caps gazières qui offrent de gros rendements. Euh, Malgré la chute des Petronas cours là récemment. notamment. Ouais, ouais, mais c'est pas un souci. C'est- euh, Elles ont des coûts d'extraction très bas. Non, ça va. On a des rendements à 10% sans problème sur le gaz, et après, il y a des valeurs pétrolières qui ont encore plus. Donc, ouais, Donc ça, c'est fait partie du portefeuille anti-effondrement, ça. oui. C'est plus Voilà. dans ton univers-là. Donc là, pour le coup, ça reste pas cher. On s'est parlé il y a 2 mois. Depuis 2 mois, et ça a quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? On reste sur les 80 dollars en fait depuis 2 mois. Donc 80 dollars, ça suffit pour cracher un Ah énorme oui, oui, rendement. En fait, oui. quand tu as des positions sur le pétrole, tu pries tous les jours que les prix restent autour de 80 dollars. Tu n'as même pas besoin que ça monte, non, j'imagine? Ah non, il n'y a aucun besoin que ça monte. À 80 $, c'est merveilleux. Là, avec les ratios de valorisation qu'on a en ce moment, bon, dire que jusqu'à 60 $, il n'y a pas de souci. Après, en dessous de 60 $, là, ça commence à être. Ouais, ça sera moins bon, c'est sûr. Mais on-
ces valeurs-là sont capables de résister, quoi qu'il arrive, jusqu'à 40 $. C'est 40 $. Ouais, ouais, C'est le plancher. elles vont moins gagner, hein. C'est sûr qu'à 40 $, ce sera temporairement moins bon. Mais bon, si le pétrole devait chuter à 40 $, il ne va pas rester longtemps à 40 $, hein. Ça, c'est certain. Ah, d'autant qu'on voit que la Chine rouvre. Je crois pas. Donc, on voit Oui, d'ailleurs voilà, la Chine l'envolée elle ouvre. sur les métaux, une envolée sur les métaux industriels, Ouais, sur le copper, sur ouais, l'aluminium, moi, je sais pas, je suis sur le DBB, en fait. C'est le aluminium, ah, zinc, nickel, copper. ouais, ça devrait se passer ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe en moins fort, mais ça va se passer quand même, hein. On enferme les gens, quand on les relâche, ils ont envie de consommer, ils ont envie de voyager, ils ont envie et plus qu'avant. Donc, il y aura un surrebond, il y aura une surréaction. Donc, gros appel d'air sur les matières premières. Ouais, en venant de la Chine. Donc, ça permettra de faire tampon s'il y a une récession de l'autre côté, je pense. Donc, plutôt sur un global macro avec un impact assez fort sur les US et au Ouais, niveau mondial, une compensation grâce à l'Asie et la Chine ouais, notamment. ouais, exactement. Et Donc, là, bon, alors ma stratégie avec la Chine, c'est toujours la même, hein. C'est acheter Singapour et un petit peu Hong Kong pour limiter le risque géopolitique. J'ai aucune envie d'acheter des ADR aux États-Unis, ça me fait peur. C'est un truc qui. Et aucune envie d'acheter des très grosses valeurs, parce que très grosses valeurs, Xi Jinping peut faire n'importe quoi avec. Donc, des mid-caps, ça passe sous son radar et elles peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, elles sont tranquilles. Donc, je sais que tu l'aimes pas lui. Hein. voilà. Lui, tu l'aimes pas lui. Ah, ça c'est clair. Mais bon, il faut faire avec, hein. Très bien. Et le Japon alors? Ah oui, alors le Japon, j'étais surpris, hein. Donc il y a eu le rapport, pour ceux qui connaissent, il y a le professeur Damodaran qui sort chaque année une étude de valorisation de tous les pays. Euh, donc lui, il a une méthode différente des autres. Tous les autres instituts, les banques qui font des études sur les ratios de valorisation des marchés, elles prennent en général l'index MSCI, donc que les grosses valeurs du pays. Elles regardent le PER, le ratio price to sell, le ratio price to book, le rendement, etc. Lui, il prend la médiane de toutes les valeurs. Donc, comme il prend la médiane de toutes les valeurs, son étude, elle va porter sur les small mid caps aussi, parce qu'il ne faut pas les autres. Et dans son rapport, le Japon ressort parmi les pays les moins chers. Alors, ce qui se passe au Japon, c'est un marché fracturé. Les très grosses valeurs sont relativement chères, parce qu'il y a notamment la Banque du Japon qui achète des actions pour soutenir le marché. Donc, ça fait une distorsion. Et les small mid caps, pas du tout. Donc, il y a des small mid caps extrêmement bon marché au Japon. Avec des bons rendements. Les rendements sur dividendes, pas top. C'est plus, c'est assez curieux. On a des grosses décotes sur capitaux propres, des grosses décotes sur ratio de flux, style PER, V sur EBITDA, etc. Par contre, elles distribuent peu de dividendes. Pour l'instant, elles stockent, donc elles accumulent des capitaux propres. Mais il y a vraiment des grosses décotes à ce niveau-là. Après, si on veut des très bons rendements, il faut plus aller sur Singapour et Hong Kong. Non, je parle en Asie, hein. Ouais. Donc, en actif pur, il est possible d'acheter au Japon pas cher du tout. Et en Ah oui, rendement, Hong Kong et Singapour. ouais, c'est ça. Là, Et ta stratégie, vraiment. tu préfères du rendement ou des actifs purs? Enfin, Je d'acheter mixe, en décote, de la forte décote sur actifs. Qu'est-ce qui je mixe les deux, hein, tu mixes les ça. deux? Ouais, ouais, ouais. Et tu publies ces recherches dans quelle offre? Et ben là, je suis en plein dedans, hein, donc je fais les deux. Je vais faire un dossier par lettre. Donc j'ai fini le dossier bonus pour la lettre dividende et rendement. Là, en ce moment, je suis dans PEA, donc je suis en train de screener pour le PEA. Non, non, mais tu étais en train de parler du Japon Ouais. et du fait de mixer, par exemple, l'achat de décote sur actifs au Japon avec l'achat de valeurs de rendement sur Hong Kong et Singapour. Est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas faire de valeur? Est-ce que tu vas faire, comment dire, des suggestions enfin, un reporting de titres intéressants? Et si oui, ce sera où? Alors, pour le Japon, ça va être clairement dans le portefeuille anti-effondrement, parce que OK. la thématique rendement, comme je t'ai dit, il n'y a pas trop de gros dividendes au Japon pour l'instant. Donc, dans le dossier bonus rendement, j'ai plus mis des valeurs Singapour-Hong Kong.
Bon, la lettre PEA, bah, par définition, je ne vais pas mettre des valeurs japonaises dans la lettre PEA. Et par contre, la lettre anti-effondrement, oui. Là, Ok. Donc, quand le dossier il sortira, quand tu auras fini ouais. ton screening, ça sera dans le portefeuille anti-effondrement. Oui, tout à fait. Ok. Non, c'était pour savoir parce que Ouais, on a ouais. souvent Ah des ouais, bah, questions des gens et là, c'est où, c'est là. Donc, bah, ça ouais, sera là. Voilà, je vais mettre les liens sous la vidéo. exactement. Je rappelle que tes portefeuilles sont pas très, ils sont très accessibles en termes d'argent puisque je crois que l'abonnement est à 90 90 euros à l'année, un truc comme ça, Oui, 95 euros. Donc, il y en a le portefeuille rendement, il est à 85 euros hors taxe et le portefeuille anti-effondrement 95. Donc, voilà. Donc, on est sur un c'est vrai que produit c'est pas à. cher hein, parce que le dossier bonus que j'ai fait, franchement, Mais je il sais, mais c'est pour ça Louis, que je fais une interview pour montrer que. Parce que les gens, ils savent pas en fait. Tu sais bien que nous sommes que des enfoirés de vendeurs de formation de merde et donc les gens, voilà. Donc, je suis là pour valoriser ton travail. Parce que quand tu travailles, je sais que tu vas pas dire que tu ouais, travailles. Et donc, je sais que mon job, il est de dire, regardez, il travaille ouais, vraiment bien, il est sérieux, et en plus, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, et c'est à 7 balles le mois ou 8 balles ouais, le mois. Donc, on est vraiment ouais, sur des produits qui sont de grande qualité et qui sont très ouais, accessibles financièrement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour le ouais. dire. Parce que toi, tu ne le dis pas. Mais parce que je suis en train de les faire en ce moment, comme je suis en train de travailler dans la Non, non, rédaction des non, dossiers. t'es un gars sérieux qui aime pas trop comme ça fanfaronner sur YouTube. Donc c'est Ah, pour ça que je prends le temps de t'appeler régulièrement. Mais cela dit, ouais. moi, j'ai publié, mais d'ailleurs, si je faisais un partage d'écran, j'ai publié parce qu'est sorti le Russell 1000 contre le SP 500, le spread, et on est en train de casser vraiment par le haut. Et c'est vraiment significatif cette fois-ci. En plus, on a cassé la moyenne mobile à 200 sur le spread. Donc clairement, la gestion value est en train de. Là, depuis 2 semaines, Ah oui, ce mois-ci, il se d'ailleurs, passe un truc. si tu t'intéresses aux États-Unis, regarde les ratios du SP 600, donc les small caps américaines. Et là aussi, ils sont presque en bas de fourchette de valorisation Oui, en PER sur une période de 10-20 ans, en price to sales aussi. on est Donc un le tournant. SP 600, vraiment pas cher. On est Ouais. vraiment un tournant, Loïc. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour cette année, parce qu'on était peinard installé depuis 12 ans sur une logique de marché. On est un tournant. Les matières premières par rapport aux actions sont sur des points bas de 30 ou 40 ans. Les pays émergents Ouais. par rapport aux États-Unis, ce sont des points bas de 30 ou 40 ans. Les small caps aux États-Unis sont sur des points bas par rapport aux indices normaux, sur des points bas de 30 ou 40 ans. Il va se passer quelque chose. Et puis, la gestion value est également tout en bas sur 30 ans. La gestion value au plus bas a dépassé le point bas de l'an 2000. Et donc, et puis, il y a également, non, il n'y a que l'or contre le Dow Jones qui a commencé à se corriger. Mais voilà, grosso modo, on est en termes de. C'est des vases communicants, les marchés. Et en termes de classe d'actifs et de rapports, je le vois bien, il faut être aveugle pour ne pas voir que là, ce mois-ci, en janvier 2023, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une réallocation du grand capital sur les actifs. Et la question, le truc peinard il y a 12 ans avec le coup de Fed, il faut acheter parce que la Fed machin, tout ça va injecter ou va rouvrir les vannes quand on fait des points bas et blablabla. Ouais, on voit bien que la logique est cassée. Par contre, là où je me pose la question dans tout ce que tu as dit, c'est de savoir si les taux longs, le TFTLT, le 20 ans ou le 10 ans vont baisser suite à une récession aux États-Unis. Parce que qu'est-ce qui se passe si on a une récession avec de la forte inflation? Est-ce que l'inflation va baisser telle que tout le monde l'entrevoit, c'est-à-dire avec la restriction monétaire assez massive sur la masse monétaire américaine, sur la M2, il est normalement en fourchette, voilà, octobre, novembre, décembre 2023, on devrait être revenu en termes d'inflation vers 3-4%. 3% serait idéal, les 4%. Voilà, actuellement, Peut-être, moi ouais. je dirais même moins. Toi, tu dirais moi? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si Je dirais juste moins de 2%, ça ne me moins de surprendrait pas. 2%? Ah putain, t'es chaud Tellement c'est patate. marqué qu'on voit l'agrégat M2 à quel point ça baisse. Et en plus, il faut voir qu'on a une base de comparaison très haute. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre 2022, on avait des prix d'énergie très hauts, on avait encore des coûts du fret très hauts. Donc, comme ils ont massivement baissé, qu'est-ce qui peut monter encore? Je ne vois pas. Les loyers peut-être, les salaires un petit peu, mais bon, si on a une récession, la pression sur les salaires va tomber. Donc, on peut avoir une surprise vers le bas. Le seul le seul scénario qui serait vraiment inflationniste, ça serait une extension du conflit Russie-Ukraine avec là, ok, peut-être que
Non, mais même dans ce cas, bon, il y aura les valeurs pétrolières qui vont cartonner, qui vont compenser. Mais je pense qu'il faut avant tout se protéger d'une récession et investir ou parier sur une baisse des taux, c'est pas du tout idiot. Si en même temps, à côté, on a des valeurs pétrolières gazières pour se protéger d'un scénario inflationniste imprévu, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que ça va durer. Par contre, après, derrière, l'inflation, elle va redémarrer, c'est sûr. Comment et Après, la Fed pourquoi? va Ah, donc boum. Ouais, Ils rouvrent les vannes. ils vont rouvrir les vannes, ils vont être obligés. Et quand ils vont rouvrir les vannes, ça va mal se passer parce que, bon, cette fois, il y a les sous-investissements en pétrole depuis une décennie. Ils peuvent rouvrir les vannes, mais ils ne peuvent pas rouvrir les vannes du pétrole comme ça. Et ça va recoincer. Ça Donc, va tu es en train de recoincer nous plus vite dire, qu'avant. en fait, c'était ma question initiale à laquelle tu n'as pas répondu, mais je te tire les Ouais. verres du nez au fur et à mesure. Donc, maintenant, ça arrive sur Ok. la table. Ouais. Tu es en train de nous dire que dans ton scénario du futur probable, Oui. on aurait donc une chute de l'inflation, une désinflation massive, Ouais. comme ça, un trou. La chute, aidée par la chute de la M2 qui est aussi massive, ça n'a jamais eu lieu sur 70 ans depuis Ouais. Bretton Woods. Tu es en train de nous dire qu'il y aurait comme ça une chute d'inflation massive, mais temporaire, et que derrière, Ouais. rouverture et là, coup de bambou massif à cause de l'énergie, à cause des dettes, à cause Ouais. de et donc là, on repartirait pour une crise, parce que c'est mon scénario, c'est une succession de vagues inflationnistes. Et là, alors, la grosse différence, c'est que là, ça serait plus durable, je pense, parce que Ah, le coût d'inflation qu'on a eu là, c'est artificiel. juste une Te laisse pas aller à la complotisme, artificielle. Olivier. Te laisse pas aller au complotiste. Non, pour moi, c'est Artificiel. naturel. C'est juste un Politique. coup de. C'est les confinements, c'est tout. Décision On politique. a, on a enfermé les ménages. Après, c'est une surréaction. Les ménages. Les C'est gens, Loïc. On enfermait les gens. Donc, on a enfermé les gens, enfin, ceux qui se sont laissés enfermer, hein, parce que moi, je ne me suis pas laissé enfermer du tout. Bon, j'ai vite trouvé la parade, mais bon, peu importe. Euh, Et puis, quand on les a on a bloqué relatés. les transports, on a bloqué Ouais, les chaînes donc, d'approvisionnement. voilà, il y a eu après, derrière, il y a eu une surconsommation à rebond, on a inondé de liquidités, donc tout ça, ça Non, s'est combiné pire pour que ça, faire une Loïc. vague Pour la première d'inflation. fois depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont distribué de l'argent dans la poche des consommateurs. Parce qu'en fait, Oui, oui, oui. l'impression de la M2 avec dans le système financier, ça se Ouais, propage rarement à l'économie. Mais là, ils ont ouais. carrément mis le fric dans la main des Ouais. consommateurs pour vraiment pour accélérer l'inflation. Donc, pour toi, derrière, quels sont les critères pour qu'on ait une inflation durable une fois on a corrigé un petit peu? Oui, Pourquoi on aura une dès la inflation fin durable? 2000, sans doute que dès la fin 2023, ils vont recommencer à mettre de l'argent dans la poche des consommateurs. Ils Nous y vont voilà, goûter. attention. Voilà l'idée de Loïc qui nous disait pas, qui nous cachait. Tu crois à ça à nouveau, à une distribution? Ah bah oui, une fois qu'on a goûté à ce plaisir une fois, on continue, ils ne peuvent plus s'arrêter maintenant. Ça, c'est à peu près certain. En plus, il y a les élections aux États-Unis en 2024. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent ça. Et puis, il y a le manque d'offres en pétrole. Maintenant, on en avait parlé avant, hein. Les États-Unis se sont mis à dos la Russie, l'Iran, le Venezuela. C'est les trois pays qui sont capables de fournir des réserves supplémentaires pour la prochaine décennie. Il n'y en a pas d'autres, hein, à ma connaissance. Donc, ça va coincer. Même s'ils sont en train de réouvrir, de réchauffer les relations avec le Venezuela parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un souci majeur, ça va prendre des années pour redémarrer la production du Venezuela. Ça ne Je va pas se faire comme ça. ne ferai aucun commentaire. J'y étais la semaine dernière. Ce pays marche sur la Ouais, tête littéralement à l'intérieur. ouais, ouais. Ils ont complètement perdu la notion de production en fait là-bas. C'est très compliqué de Ouais. produire. C'est invraisemblable. Mais bon, passons. Oui, oui, Donc, sur le lac Maracaibo, ils sont en train c'est une grosse zone de production pétrolière, ils sont en train apparemment, ils font maintenant des activités de pêche. Bon, je, ça va changer, mais ça va prendre 5 ans, 10 ans, et entre-temps, au niveau offre, ça va coincer, c'est à peu près sûr. Et si en même temps on distribue de l'argent à tout le monde pour consommer, ça va être un beau feu d'artifice inflationniste. Alors, tu sais que pendant les périodes inflationnistes fortes, les marchés financiers, généralement, se font dévaluer.
puisqu'ils ne parviennent pas à suivre Oui. la progression de l'inflation. Donc, il y a une dévaluation et pour l'immobilier les gens souvent pensent qu'ils peuvent se protéger de l'inflation via l'immobilier, ce qui est faux. J'ai vraiment fait des recherches lourdes, je peux affirmer, avec les statistiques en France, on a les statistiques de la Chambre de notaire de Paris depuis 1840, par exemple. Donc, on a des statistiques sur Paris. Et avec les crises inflationnistes, il suffit de les regarder pour comprendre que l'immobilier a fait, je crois, que trois vagues de création de valeur sur 150, sur quasiment 180 ans. Mais c'est la même chose. Ouais. Ouais, ça c'est un sujet, je l'avais traité dans ma dernière vidéo, hein, ce sujet-là, l'inflation immobilière. Quand même, sur la décennie 70, l'immobilier avait protégé correctement contre l'inflation, au moins aux États-Unis. Mais à mon avis, ça ne va pas être le cas cette fois. On est trop haut, on part de trop haut. On part de trop, exactement. Après, il peut toujours y avoir, par contre, ponctuellement, des gens qui savent chercher en dehors des sentiers battus peuvent trouver des choses à faire, mais il faut vraiment être du secteur, je pense. C'est sûr que quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui à Paris via une agence immobilière standard, il ça ne va pas être bon. Non, il n'a aucune chance. Mais ce n'est pas que la France. J'ai regardé toutes les stats dans le monde entier et l'immobilier ou les actions, quand on commence à aller chercher de l'inflation à 15-20% par an, là, on a fait du 12, je crois, au plus haut. On était à 11, non, en Europe, en Allemagne récemment. Ça pose un problème. Mais même au Venezuela, puisque pays que je connais de mieux en mieux, les actions du Venezuela se sont fait décoter via la dévaluation monétaire du Venezuela. Je ne parle même pas de l'immobilier, puisque j'ai acheté 2 maisons à des prix invraisemblable, puisque justement la vague de dévaluation monétaire est passée par là et les prix se sont fait éclater. Mais on voit en Argentine, on voit au Liban, on peut voir dans tout, ou en Allemagne dans les années 20, voilà, les actifs classiques ne résistent pas à l'inflation. Donc là, tu nous dis calmement, depuis le Vietnam, tranquillement, que nous allons avoir une bonne vague d'inflation, ce qui est pour moi, je suis tout à fait d'accord, pour justement, il y a trop de dettes, donc il y a un moment ou un autre, on ne peut pas les payer, donc il faut bien trouver une solution. Donc tu nous dis calmement qu'on va avoir une bonne vague d'inflation bien méchante, du genre de l'ordre de moins de 50 ou peut-être qui sait 70 ou 100% sur les 10 prochaines années, histoire de réduire le stock de dette des 3/4 pour que ça devienne vivable. Comment tu te positionnes, toi? Tu as un patrimoine maintenant avec ton PEA d'ailleurs qui est monté à 1 million d'euros. Donc, tu penses que ta gestion value ou les marchés financiers vont te permettre de te protéger d'une grosse vague d'inflation comme il s'annonce? Oui, se protéger de l'inflation, ce n'est pas compliqué, hein. C'est les matières premières, l'énergie et l'or surperforment toujours massivement les cours de l'inflation. Donc, si on achète, si on a dans le portefeuille une part suffisante de valeurs pétrolières, gazières, de matières premières et un petit peu d'or, normalement, ça se passera bien. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas surpondérer, donc je te retraduis, tu vas surpondérer massivement dans ton portefeuille, dans tes portefeuilles, tu vas surpondérer massivement le secteur pétrolier, d'énergie, et tu touches aux métaux industriels par rapport à une crise inflationniste? Oui, j'y toucherai, mais pas tout de suite. Il y a parce qu'on le voit là, la Chine a dit bon, fait chier le Covid-0 de mes couilles, machin, tout ça, on arrête nos conneries. Et immédiatement, le DBB, donc qui est le TF américain des métaux industriels, a fait comme ça. On a vu le Copper qui a fait comme ça. Donc, est-ce que tu parles beaucoup moins souvent des métaux industriels? Non, je regarde, bien sûr. J'en ai proposé en 2021, début 2022, dans le portefeuille anti-effondrement. Donc, non, je suis ça de près aussi. Simplement, ils sont beaucoup plus sensibles à une récession, je pense. Donc, s'il y a une grosse récession, bon, ça serait peut-être bien d'acheter ce secteur au deuxième semestre 2023. Quand le gouvernement américain dira à tout le monde, les gars, tiens, pourquoi tu travailles? Mais pourquoi tu travailles? Détends-toi la couille, Alfred, tiens là, $1 500, va t'amuser, mon ami. Voilà. N'oublie pas de voter démocrate et va t'amuser. C'est quand ils diront ça que tu achèteras les métaux industriels. Là, ça fera boum. Là, il n'y a pas de problème. Et dans les métaux industriels, parce que je pense par exemple aux producteurs de copper, il n'y a pas beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup moins de valeur. C'est beaucoup plus éparpillé. On n'a pas comme dans des gazières, des explorateurs de pétrole, de gaz. On n'a pas des compagnies dédiées qui font que de l'aluminium. Tu as des valeurs
Je pense à comment Ouais, ouais. machin, la Freeport, machin, dans le. Il y a pas. Il y a, Je trouve que c'est beaucoup on plus avait, éparpillé comme secteur. Il est beaucoup plus atomisé et hétérogène, non? c'est hétérogène, mais il y a des mines de cuivre. Hein, il y en a aussi dans les minerais de fer qui sont intéressants. Donc, bon, Et des il y a- métaux, aluminium, zinc, nickel. ouais, bon, il y en a une que j'ai recalée sur le portefeuille dividendes et rendements. C'est Central Asia Metals, par exemple, qui est cotée à Londres. Recalé. C'est une Tu mine l'as d'art. virée? Elle est trop chère? Je l'ai virée, elle est pas chère, elle est bien, elle a un bon rendement, elle a tout ce qu'il faut. J'ai dit, mais bon, il y a un risque de récession, donc c'est une valeur que je garde sous le coude pour acheter dans quelques mois, ou comme je te dis, au second semestre 2023. Mais je pense qu'elle sera bien, hein, celle-là. On a l'impression que Et tu il y en parles a d'autres. Hein. des valeurs minières comme des nanas, en fait. Je l'ai recalée. Elle a tout bien ce qu'il faut comme il faut. Je pourrais la présenter à maman, mais Voilà, mauvais ma timing. grande- Mauvais timing. voilà. Non, il y a... Après, en minerai de fer, il y a Grange Ressources en Australie, c'est pareil, c'est une valeur qui est vraiment intéressante, mais très, très cyclique. Ok, Donc, donc c'est pas le bon timing pour les industriels. ouais, L'énergie, je il n'y a pense. pas de timing, en fait, pour toi. Ça va continuer. Non, parce qu'on est là, les ratios sont tellement bas que même si on a encore un supplément de baisse, on trouve toujours des valeurs achetées maintenant. Ok. Bon, ouais, très bien. On a fait un bon C'est- tour d'horizon par rapport à Ouais, la situation depuis il y a 2 mois, là, parce que ça a pas évolué depuis le mois de ouais, novembre. Je te remercie pour toutes ces informations, pour la qualité aussi des dossiers ouais. que tu les livres gratuitement, je précise, à tes Voilà, abonnés. là, Bref, c'est même pas dans la proposition commerciale, c'est personne qui te l'a demandé, c'est ton propre chef. Donc, il faut quand même que ouais. ça soit souligné. L'amour du travail bien fait. Oli Kabadi, un bon artisan, dans le, C'est clair. dans le sens noble du terme français, parce qu'on est en France, on a des bons artisans, justement, nobles, et je trouve que tu appartiens à cette. Les compagnons du voyage, hein, c'était ça, c'était quoi, tu sais, l'école des artisans. Là. C'est pas Ah oui, oui, les compagnons de. Il y a un truc, une école, là, comme je ça. sais pas, Et les mecs, avec des mecs l'anglais. super doués, quoi. Et ça, c'est la France qu'on aime, quoi. La bonne France. Pas la Ah bah c'est France. sûr. Monsieur Macron, un chèque, s'il vous plaît, je n'arrive pas à m'en sortir. Je travaille nuit et jour, 2 jours par Voilà. semaine. Est-ce que vous pourriez me donner un petit chèque? Ah, ça va. Il y en aura. T'inquiète, mon ami, il va y en avoir. À bientôt. Bon. À bientôt, Charles. Ciao, ciao. Ciao.